L'autre jour, je cherchais... Waouh, ma vidéo commence comme un sketch d'Olivier Debenoît. L'autre jour, Donc récemment, je cherchais un sujet de vidéo qui me tienne à cœur, où je pourrais vraiment apporter des infos sur le cinéma et sortir un peu de l'analyse technique ou thématique. J'avais envie de raconter une histoire afin de diversifier un peu le contenu sur la chaîne, et en même temps faire quelque chose de relativement simple et efficace. Alors je me suis creusé la tête et j'ai trouvé un sujet qui va sans doute parler à beaucoup de monde, aussi peu que vous intéressiez de près ou de loin au cinéma, tout en racontant justement une histoire. Et quelle plus belle et passionnante histoire que celle du cinéma. Alors non, je vais pas me lancer dans un grand monologue de pseudo-historien du cinéma pour refaire toute l'histoire, non, je vous rassure tout de suite. Mais j'ai envie de resserrer le sujet à quelque chose qui est à la fois extrêmement important et paradoxalement, j'ai le sentiment qu'on en parle assez peu. Récemment, je me suis intéressé un peu plus en profondeur aux caméras, aux optiques et à toutes les techniques de captation audiovisuelle. Et naturellement, j'en suis venu à me poser cette question. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui? C'est une phrase d'éditorialiste de CNews, ça. J'entends par là, qu'est-ce qui a amené les cinéastes accomplis comme amateurs à utiliser des caméras qui ont aujourd'hui cette particularité, pour la plupart, d'être des caméras numériques. Parce que ça n'a évidemment pas toujours été le cas. Quand on dit que quelqu'un tourne un film, le mot « tourner » vient du fait que pendant des années, la notion de film était étroitement lié à quelque chose d'analogique. Et puis, à force d'évolution technologique, on est passé de la pellicule de film à la carte SD ou le disque dur. Que ça soit pour la captation vidéo pure ou, pour rester dans le thème du cinéma, la projection sur grand écran dans une salle de cinéma. Il s'est opéré à l'aube du 21e siècle une immense révolution qui a bouleversé cette industrie mais aussi cet art. Et surtout la façon dont les cinéastes ont de raconter des histoires. Et nous, de les vivre sur grand écran. Alors qu'est-ce qui nous a amené à cette évolution? Que s'est-il passé? Bienvenue dans le jour où tout a basculé. Est-ce l'homme qui fait la machine ou la machine qui fait l'homme? J'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que le cinéma, c'est une immense arnaque. Un film, c'est avant tout basé sur un mensonge tellement gros que ça devient plausible. Pour faire simple, lorsque vous regardez une vidéo, en fait, vous regardez des images en mouvement. Précisément 24 toutes les secondes. C'est la base pour donner l'illusion du mouvement à l'œil humain. La première fois qu'un être humain a expérimenté ça, c'était en 1878 avec un film d'un cheval au galop. Et c'est à la fin des années 1880 que la première pellicule de film en celluloïd apparaît pour la première fois sous un fabricant bien connu aujourd'hui des photographes, Kodak. Pour décomposer le processus, on fait tourner une pellicule de film avec une manivelle sur laquelle les photons présents dans la lumière vont être captés par l'objectif et vont ainsi directement s'imprimer sur la pellicule de film. C'est, à quelques détails près, le même processus que pour l'œil humain. La lumière, naturelle ou artificielle, va rebondir sur les éléments autour de nous et atterrir directement dans notre œil. Et ensuite, notre cerveau va automatiquement reconstituer les informations que nous a apporté la lumière qui est passée par notre œil pour ainsi clairement voir notre environnement. Par conséquent, filmer sur pellicule, ça demande une certaine rigueur et surtout une application et une concentration pour ne pas gâcher de la pellicule. Parce qu'une charge de pellicule, c'est environ 10 minutes de film. Donc les cinéastes étaient limités d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue pratique. Ils ne pouvaient pas directement voir le résultat de ce qu'ils avaient filmé au cours de la journée. Et c'est seulement après toute une journée de tournage qu'ils envoient les rushs, c'est-à-dire les bobines de pellicule qu'ils ont tournées directement dans un laboratoire. La pellicule de film va être traitée dans la nuit et ils peuvent seulement voir le lendemain le résultat de ce qu'ils ont tourné la veille. Ce qui fait que chaque prise compte. Filmer en analogique est synonyme d'un véritable artisanat. Depuis sa naissance, le cinéma, c'est le mélange parfait entre art et technologie. Et la magie ne s'arrête pas là. Le montage aussi d'un film, c'était toute une aventure. Vous aviez un grand bureau et un petit outil pour couper la pellicule. Et ensuite, la coller, la raccorder avec d'autres rushs. C'était ce qu'on appelait un banc de montage.
Pour les VFX, pas de CGI ou de rajout numérique, c'était une histoire de débrouillardise. Ils utilisaient une imprimante pour coller ou superposer les pellicules les unes sur les autres. Tout était palpable. Bref, monter sur pellicule, ça imposait toute une discipline. C'était extrêmement minutieux et surtout assez épuisant. Pour faire défiler les bobines sur le banc de montage, le monteur utilisait une pédale à ses pieds. Les bobines tournaient les unes après les autres dans cette petite pièce et du coup ça faisait extrêmement de bruit. Donc ça devait être assez fatigant. L'étalonnage, c'est une étape assez importante de la post-production d'un film. C'est tout ce qui va consister à ajuster les couleurs, les contrastes, la luminosité, la texture, donner une patine à l'image. Et si aujourd'hui on peut utiliser tout un tas d'outils extrêmement performants pour ajuster justement ces paramètres pour l'image du film, à l'époque les solutions étaient extrêmement limitées. On avait juste 3 boutons qui correspondaient aux 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Et il y avait un autre bouton pour ajuster la luminosité. Et c'est tout. Une fois que tout était ok, que le film est fin prêt, le négatif était imprimé sur une bobine de film argentique et on en fait des copies. On en fait plein de copies qu'on met dans des valises métalliques, scellées et envoyées au cinéma aux 4 coins du monde. Et ça aussi, c'est tout un art, la projection d'un film analogique. Le projectionniste avait une manipulation plus ou moins délicate à effectuer. Tout dépendait le projecteur dont il disposait dans sa salle. C'est le fameux changement de bobine. Puisqu'un film de 90 minutes ou de 2 heures était relativement long, tout ne tenait pas dans une seule bobine, il en fallait souvent 2. Et donc au milieu du film, il devait faire la transition entre la première bobine qui correspondait à la première partie du film et la seconde bobine. Pour envoyer un signal au projectionniste, on a ajouté une petite tâche en haut à droite de l'écran, le plus souvent, qui correspondait au signal pour indiquer au projectionniste que, allez, ça allait être le moment de faire la manipulation entre la première et la seconde bobine. On a appelé ça une brûlure de cigarette. Le souci, c'est qu'il pouvait arriver que le film brûle lors d'une projection à cause de la température du projecteur et aussi et surtout du fait du composant principal de la bobine analogique qui était hautement inflammable. Ou alors cas particulier comme celui qui est arrivé en 2000 lors de la projection du film Titanic de James Cameron, immense succès en salle, le plus grand de l'histoire du cinéma. À force de ramener du monde dans les salles, que le film gagnait de plus en plus en popularité, eh bien les cinémas diffusaient encore et encore le film, et au fil des projections, avec le temps, les bobines ont commencé à s'user, et à la fin, elles tombaient littéralement en miettes. Lorsque l'on filme avec une caméra numérique, même principe qu'avec une caméra analogique, l'objectif va laisser passer la lumière, mais au lieu de l'imprimer derrière sur un film, la caméra numérique va imprimer les photons présents dans la lumière sur une petite carte qui va transformer les photons, c'est-à-dire les informations, en pixels. Et ces informations se transforment ensuite en données numériques binaires, typiquement l'histoire des 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etc. L'avantage, c'est qu'ici, plus besoin de s'encombrer avec une charge de pellicule. Tout est stocké numériquement sur un disque dur ou directement relié à une plus grosse unité de stockage numérique. On peut tourner autant que l'on le souhaite. Avec une charge de pellicule, on est limité à peu près à 10 minutes de tournage. Avec une caméra numérique, on est beaucoup plus libre dans le temps pour faire ce que l'on veut. L'avantage aussi, c'est qu'on peut directement visualiser ce que l'on tourne. Grâce à un moniteur, un petit écran que le réalisateur a sur lui ou en amont du tournage, sur lequel il peut visionner et se repasser la scène qui vient juste de tourner. Plus besoin d'envoyer des rushs à un laboratoire, d'attendre qu'il les imprime durant la nuit et de pouvoir mater ça le lendemain. La technologie numérique apporte pour la première fois dans le cinéma cette notion d'immédiateté. Pour ce qui est du montage en numérique, les monteurs travaillent d'abord sur des petites disquettes avant que les premiers logiciels de montage numérique ne soient inventés dans les années 80 aux États-Unis. Si on veut ajouter des effets spéciaux, on numérise le film et on rajoute par-dessus ce que l'on veut. D'ailleurs, c'est un certain George Lucas qui a été l'un des pionniers en la matière, avec la création de sa société ILM, l'une des plus grandes boîtes d'effets visuels encore aujourd'hui. Et ça a été fait à l'occasion du film Le Secret de la Pyramide en 82 qui propose pour la première fois un personnage entièrement généré en CGI. Enfin, quand le film est prêt à être projeté en salle, on l'exporte dans une petite boîte
ce que l'on appelle un DCP. Ça équivaut, si vous voulez, à une sorte de gros disque dur numérique. C'est beaucoup moins encombrant que des grandes valises de bobines pour une projection analogique. Et on peut le dupliquer à volonté en quelques clics, alors que les bobines de film étaient copiées et ces copies pouvaient à force se dégrader au fur et à mesure qu'on les produisait en nombre dans les laboratoires. En 1999, il y a 4 salles de cinéma au monde qui proposent de vivre une mini-révolution, celle de la projection numérique. Le film La Menace Fantôme est le premier film projeté numériquement dans 2 salles de cinéma à Los Angeles et 2 autres salles de cinéma à New York. Ce qui s'est passé, c'est que bien que le film a été tourné en pellicule, ils ont numérisé le négatif original et fait des copies de celui-ci, des copies numériques qui sont donc compatibles avec ces nouveaux projecteurs. Maintenant qu'on a vu comment tout cela fonctionnait, d'abord le mode de production analogique, puis ensuite la transition vers cette révolution numérique, la question qui se pose, c'est comment s'est opérée cette fameuse transition? Quels ont été les bouleversements qui se sont opérés à ce moment-là et les forces qui se sont confrontées? C'est cette année-là que 2 scientifiques américains ont développé le premier capteur CCD. C'est l'un des composants électroniques qui a révolutionné la prise de vue numérique. Vous vous souvenez de l'histoire du capteur qui transforme les photons de lumière en pixels numériques? Et ben voilà, c'est eux qui ont fait ça. Ce que le CCD a permis en pratique, c'est la miniaturisation des caméras, offrant une nouvelle palette de possibilités aux créateurs. C'est cette technologie qui est à la base de nombreuses révolutions, et pas que dans le cinéma, dans le domaine scientifique, notamment le télescope Hubble aux États-Unis utilise ces technologies par exemple. Très rapidement, dans les années 70 aux États-Unis, c'est Sony qui développe la production de caméras numériques et apparaissent ainsi les premiers caméscopes. Dans les années 80, c'est la folie des caméras DV pour Digital Video. Elle permet d'enregistrer numériquement l'image de façon simple et accessible pour le grand public. Cependant, le monde du cinéma n'est pas friand de cette technologie. En tout cas, ce qui est pour certains le berceau du cinéma, à savoir Hollywood, a carrément manqué le coche. En revanche, d'autres pays, avides de création cinématographique et d'expérimentation, décident de se servir de cette technologie pour donner un nouveau souffle, et ainsi paver la voie vers le futur du cinéma mondial que nous connaissons aujourd'hui. Faisons un petit détour du côté du Danemark. En 1995, un petit groupe de jeunes réalisateurs vont créer ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux Dogme 95. Oui, j'étais obligé de parler du Dogme 95. Pour la faire courte, le Dogme 95, c'est une liste de 10 règles sous forme de charte à respecter lorsque l'on fait un film. Le mot d'ordre de cette charte, c'est une forme de réalisme, ou je dirais plutôt d'authenticité dans la production d'un film. On y trouve notamment le fait que le tournage d'un film doit se dérouler dans des lieux réels, sans artifice, avec un son 100% naturel, pas de musique orchestrale. Le film doit être tourné à la main, donc typiquement avec un caméscope ou une caméra numérique, ça fait parfaitement l'affaire. Pas d'éclairage artificiel et pas d'effets spéciaux. L'objectif de tout ça, c'était de prendre le contre-pied des superproductions hollywoodiennes, littéralement des blockbusters qui devenaient de plus en plus populaires à ce moment-là. Ici, on se focalise sur l'essentiel, à savoir le jeu des acteurs. En œuvre majeure du Dogme 95, on peut citer Festen de Thomas Vinterberg ou encore les premiers films de Lars von Trier. Ce cinéma va rapidement se faire remarquer dans les festivals, notamment au Festival de Cannes où il va faire sensation. Mais il y a quand même des gens à Hollywood qui s'intéressent à ces nouvelles technologies et qui ont envie de s'amuser avec elles. George Lucas, encore lui, est allé chez Sony pour créer la véritable première caméra de cinéma numérique. Ainsi, vers la fin des années 90, on passe de caméras numériques SD, donc avec une résolution de 720 pixels, aux premières caméras HD haute définition avec une résolution de 1920 pixels. Cette caméra HD, c'est la F900 de Sony. Une caméra robuste, parfaitement conçue pour les grosses productions du cinéma hollywoodien. Ainsi, en 2002, arrive sur les écrans de cinéma L'Attaque des clones, réalisé par George Lucas, le premier film de cinéma entièrement tourné avec une caméra numérique haute définition. Et ça, c'est une vraie révolution dans l'industrie. C'est un milieu qui est extrêmement fermé, avec beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'entre-soi,
Et surtout, on est assez frileux des changements. Et là naît forcément toute une polémique avec des gens qui n'y croient littéralement pas. Genre vraiment, ils n'y croient pas, ils refusent de croire qu'on peut tourner, que c'est possible de tourner un film entièrement avec une caméra numérique. Il y a des gens qui ne comprennent juste pas comment cela est possible. Et il y a des vrais défenseurs de cette technologie qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est qu'elle se popularise et qu'elle devienne de plus en plus accessible pour les jeunes cinéastes qui désiraient l'utiliser. Donc on assiste à une véritable polarisation de l'opinion à Hollywood sur le cinéma numérique au début du XXIe siècle. Ensuite, la technologie continue d'évoluer et d'être perfectionnée. En 2003, pour son film Collatéral, c'est le réalisateur Michael Mann qui utilise une nouvelle caméra HD, spécialement conçue pour la basse lumière, qu'il appelle la Viper. Ensuite, en 2005, les laboratoires Sony et Panavision développent ensemble la première caméra numérique 35 mm, c'est la Panavision Genesis. Pour faire simple, c'est une caméra entièrement numérique mais qui permet de reproduire vraiment l'esthétique du cinéma analogique en 35 mm, du fait de son capteur Super 35 mm et de la plage dynamique de couleurs supérieure aux caméras numériques classiques. Et le premier film à avoir adopté cette caméra Panavision Genesis, c'est le film Superman Returns en 2005. Autre bouleversement majeur, cette fois-ci on est en 2007 avec la caméra Red One qui a provoqué un séisme dans l'industrie cinématographique en lançant la première caméra numérique 4K. Alors si globalement avec la caméra numérique HD on était aux alentours de 1920 pixels, dites-vous bien que là avec la caméra Red 4K on est aux alentours de 4096 pixels. C'est une résolution d'image incroyable qui apporte vraiment une qualité supérieure et en plus pour un prix relativement abordable. Donc ça profite surtout aux petites productions indépendantes qui ont un budget très serré. Puis en 2009, alors là c'est l'apothéose, c'est la consécration, la reconnaissance de toute l'industrie pour le film Slumdog Millionnaire de Danny Boyle, qui est le premier film à avoir remporté un Oscar de la meilleure photographie alors qu'il a été entièrement tourné avec des caméras numériques. Selon moi, ça signifie enfin l'acceptation par ce milieu qui est extrêmement fermé et c'est surtout une nouvelle façon de faire du cinéma. Néanmoins, il y a toujours des défenseurs de la caméra analogique et c'est pas des petits inconnus. Christopher Nolan, par exemple, qui a récemment tout raflé avec son film Oppenheimer, tourne tous ses films en pellicule. Alors attention, c'est pas la petite caméra pellicule, c'est de la pellicule IMAX. Globalement, la machine est énorme, elle fait un bruit ridiculement atroce, mais ça fournit des images sublimes. En vrai, chacun fait comme il veut, s'il y en a qui sont plus à l'aise avec cette technologie analogique, eh bien, allez-y. Et si d'autres préfèrent à l'inverse utiliser des caméras numériques, pourquoi pas? Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun fabricant de caméras analogiques. En gros, si demain pour ton tournage, tu veux une caméra pellicule, faut faire les brocantes. Alors, évidemment, la technologie continue d'évoluer bien au-delà des caméras numériques, avec des nouvelles façons diamétralement différentes de faire du cinéma. On peut parler de James Cameron et sa 3D sur Avatar. Ça aussi, ça a été une petite révolution dans l'industrie. Pour filmer en 3D, pour faire très simple, le processus c'est globalement on met deux caméras côte à côte pour reproduire en fait l'œil humain, ou plutôt les yeux, et ainsi voir les choses en 3D, là c'est quasiment la même chose. Et la dernière grosse avancée technologique dans les cas numériques, on la doit à la société Arri avec une caméra Alexa qui est sortie en 2010, offrant une plage dynamique et un espace colorimétrique supérieur à tout ce qui a été fait auparavant. Pour conclure, le cinéma a subi de nombreux bouleversements technologiques qui ont considérablement impacté la façon concrète de faire des films. Pour le pire comme pour le meilleur, ça chacun pourra en juger. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable paradoxe qui reflète bien l'état d'esprit dans lequel se trouve le monde actuellement. Et ce sujet l'illustre parfaitement. On a d'un côté certains qui mènent un combat acharné pour préserver un tournage analogique, et de l'autre, certains cinéastes avides de nouvelles technologies et désireux d'expérimenter avec celle-ci. Le fait est qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde peut faire un film, notamment grâce à ce petit objet que l'on a tous dans notre poche. Et même si, bien évidemment, il y a à boire et à manger à ce niveau-là, je dois dire que j'aime bien le fait qu'on ait potentiellement tous la possibilité de filmer, de capturer des instants, des moments, et surtout,
de raconter des histoires. Peut-être, sans le vouloir, les scientifiques, les ingénieurs qui ont travaillé sur ces nouvelles technologies numériques ont considérablement contribué à rendre le cinéma plus accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est plutôt chouette. PS, pour la petite anecdote, hein, le premier film français à avoir été entièrement tourné en numérique, c'est Vidocq de Pitof en 2001. Il a été filmé avec la Sony F900. Ouais. Et attends. Le premier film français entièrement tourné avec une caméra numérique 4K, c'était en 2008 et c'était Astérix aux Jeux dans la Pique.